Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va se demander qui a tué la menuiserie. Alors j'ai déjà souligné depuis pas mal de temps que nos programmes télévision sont remplis d'affaires où on nous parle de meurtres, où on nous parle de gens séquestrés, torturés, tout ce que tu veux, dans d'horribles conditions, et où on a des enquêteurs, des procureurs même qui viennent témoigner, des inspecteurs, et qui nous expliquent qu'est-ce qui s'est passé à quel moment. Et là, il y a eu un meurtre qui s'est passé, c'est le meurtre de la menuiserie. Et même d'un peu de l'ébénisterie. Alors je ne te parle pas pour les riches, je ne te parle pas pour les milliardaires, je ne te parle pas pour les multimillionnaires, je te parle simplement pour le commun des mortels, pour les gens ordinaires comme toi et moi. C'est pas une critique d'être ordinaire. Être ordinaire, ça veut dire qu'on est des gens normaux, ça veut dire qu'on est des gens qui vivons une vie lambda et qu'on n'est pas Mozart ou qu'on n'est pas nécessairement Bill Gates. Moi, j'ai pas envie de tremper dans des scandales. Pour Bill Gates, pas pour Mozart. Et donc, concernant ce sujet, eh bien, on peut se demander qui a tué la menuiserie. Qui a tué la menuiserie? Alors d'abord, il faut dire que la menuiserie, pour moi, elle est pas mal morte. Elle est pas mal morte comme est pas mal l'art en général, par exemple la peinture de Chevalet, ou comme est pas mal morte la musique classique. Et tout ça, et entre particulier la menuiserie, eh bien, il y a eu un processus de mise à mort, il y a eu une mise à mort qui s'est effectuée. Alors, je sais que quand je parle de menuiserie, souvent, pour les gens qui ont un certain âge comme moi, ça se réfère un peu parfois à l'image, tu sais, de la cuisine tout équipée en chaîne, là, avec des placards, avec des moulures, que moi je trouve assez indigeste, qui, au bout d'un moment, qu'on finit par y toucher, devient sale aux entournures, et donne une image sale et foncée, et donne une image peu flatteuse de la menuiserie. Mais depuis quelques années, j'ai l'impression que la menuiserie est morte et je m'explique tout simplement parce que on va dire que les objets en menuiserie sont devenus de moins en moins cotés et on fabrique de moins en moins. Alors on va me dire, oui, mais moi j'aime bien restaurer les objets anciens, moi j'aime bien les repasser à l'eau oxygénée, remettre un peu d'encaustique qui sent bon. C'est vrai, mais globalement, si tu as l'honnêteté de le voir, regarde comment des jeunes vont meubler leur appartement quand ils commencent à vivre ensemble, et tu t'aperçois qu'il y a forcément un passage par la case, j'allais dire Conforama peut-être, par la case Ikea, pour pas faire de pub à un magasin que j'aime pas trop, tout simplement parce que dans ce magasin-là, les gens vont chercher du fonctionnel, ça tombe bien avec les meubles nordiques, un bois blanc sans aucune, on va dire, aucun charme souvent, et des esthétiques, des découpes au laser ou je sais pas avec quoi, la machine numérique et des designs plus ou moins à chier. Alors bien sûr, on te présente ça comme un progrès, on te dit que c'est le monde moderne, on t'explique que c'est bien, mais en fait, si tu y réfléchis et si tu as vraiment vu des meubles qui étaient construits, qui étaient faits en menuiserie à une certaine époque, et tu vas t'apercevoir que leurs produits Ikea, alors j'ai rien contre Ikea, mais c'est bien souvent une belle merde. Alors, pourquoi est-ce que la menuiserie a perdu du terrain? Eh bien, je pense personnellement que c'est exactement le même problème qui a fait qu'on est allé vers les bars. Les bars pour vivre, les bars qu'on a construites à une époque, qui est qu'on a eu à un moment une grosse urbanisation, qu'on a eu à un moment besoin de beaucoup de meubles, que ce soit des meubles pour vivre, que ce soit des meubles pour dormir, pour manger, et qu'on a fourni. Et en fait, ça a été un peu un piège, tu vois. Ça a été comme quand on a fabriqué les grands ensembles. Ça a été comme quand on a fabriqué les bars à vivre, qui étaient invivables. Eh bien, on a chié du meuble, comme on a chié des objets en plastique.
Et en fait, eh bien, on a finalement réglé le problème en mettant les machines, les process qu'on appelle les procédés de fabrication dans l'affaire, en mettant un peu de Fordisme, un peu comment il s'appelle, de Toyotisme aussi. Hein. On a géré la production et on est arrivé à faire avec les meubles ce qu'on faisait avec les voitures, ce qu'on faisait dans d'autres domaines. Le problème, c'est qu'on a obtenu, on a réussi ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qu'on a baissé les coûts de production. C'est exactement pareil, tu vois, c'est pareil un peu aussi dans la nourriture, avec par exemple la viande de cochon, tu vois, on a réussi à faire de la viande de cochon, de la viande de volaille, pas cher du tout, mais c'est parfois souvent même une belle merde. Et bien c'est ce qui s'est passé avec la menuiserie, c'est-à-dire que plutôt que de vouloir posséder des objets, on va dire, fabriqués par des artisans, fabriqués par des gens, eh bien, on est allé vers le pas cher, on est allé vers l'accessible, on est allé vers le tout préfet. Et finalement, on a payé des objets qui finalement avaient la même fonction, pour ainsi dire, 2 fois moins cher. Et en fait, je pense qu'on est en train d'en revenir. Je pense qu'on est en train d'en revenir, mais le problème, c'est qu'on a détruit beaucoup de choses. Et que, encore une fois, on a privilégié la production en masse d'objets sans âme, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de la fabrication, que ce soit au niveau de la vente, et que finalement on se retrouve avec une impossibilité maintenant de faire marche arrière. Alors je sais que pour certains, encore une fois, la menuiserie, ça représente la cuisine en chaîne à papa avec des moulures dégueulasses. Pour certains, je sais que ça représente le meuble style Louis XV, pas terrible, avec de la marqueterie. Je crois que c'est la marqueterie dans le style Louis XV. Je sais que ça représente aussi certaines armoires normandes qui étaient totalement impossibles à utiliser pour stocker par exemple du meuble, du linge. Mais en fait, il y a du vrai là, derrière tout ça. Et je pense que si par exemple notre pays voulait continuer, j'en ai déjà parlé, à exercer une activité et une importance dans le monde, eh bien on pourrait imaginer qu'il se spécialise entre autres, un peu comme la Suisse qui s'est spécialisée dans l'horlogerie de luxe, il pourrait se spécialiser dans finalement la menuiserie de luxe. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un pari à faire sur la création d'ateliers, j'ai bien dit, j'ai pas dit d'usines, d'ateliers qui seraient capables de finalement produire des objets dans une certaine quantité, en série limitée, et qui seraient des objets qui auraient été dessinés par des artisans, par des designers, mais des vrais ça, et qui seraient de beaux objets. Et le problème, c'est que maintenant, comme on a évacué le beau de notre vie et qu'on a, dans le meilleur des cas, du fonctionnel, on vit dans une société où on est entouré d'objets merdiques, d'objets sans âme. Et le but, je crois, en menuiserie, ce serait de redonner de la vie, ce serait de redonner une âme aux objets qui peuvent nous entourer. Alors bien sûr, dans cette équation, il y a aussi le prix des objets, mais je pense que plutôt que d'acheter des chaises qui vont péter et qu'on sera forcé de changer et renouveler dans 10 ans, peut-être que ce serait pas mal si on pouvait réfléchir à l'idée d'acheter du matériel plus solide, d'acheter du matériel plus durable qui pourrait se transmettre de génération en génération. Et à ce titre-là, toi, si tu fais de la menuiserie, je pense que ça peut être intéressant pour toi de t'exprimer, de créer, parce que c'est le problème aussi de notre époque. On est consommateur, mais on n'est pas créateur, et que si tu as besoin de ça, il y a moyen dans les dépôts-ventes, sur le Bon Coin, il y a moyen d'avoir pas mal d'objets, parfois très jolis, très agréable à l'œil, à des prix modestes, et qui parfois partent à la poubelle ou même au broyage simplement parce qu'on leur préfère les dernières étagères Ikea. Voilà, c'est ce que je pense, c'est qu'il y a une carte à jouer du côté de la menuiserie, du côté de redonner une âme aux objets,
Et ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça ne demande pas beaucoup on va dire, de moyens, hein. Ça demande simplement d'avoir envie, ça demande simplement de relancer la roue de l'envie, et puis aussi de ne pas se lancer dans ce qu'on appellerait un snobisme ou alors des dépenses inconsidérées concernant certains objets, mais plutôt les faire payer le vrai prix. Ah, j'ai l'impression, moi, que dès qu'on a commencé un peu à utiliser des outils, dès qu'on a commencé à vouloir automatiser les productions, que ce soit, comme je te l'ai dit, dans le domaine de la nourriture, que ce soit dans le domaine du logement, que ce soit dans le domaine des meubles, eh bien, on a commencé à arrêter de créer des objets de qualité. Je reprends toujours mon exemple parce que j'ai toujours pensé que la ligne droite était une catastrophe. Quand tu vas voir à Barcelone la cathédrale de Gaudi, eh ben, tu t'aperçois que en fait c'est magnifique, hein. Tu t'aperçois, tu vas à la Pedrera aussi, cet immeuble qu'il avait construit. Dans la Pedrera, tu n'as pas une seule ligne droite, hein. Tu as toutes tes courbes. Et en fait, tu t'aperçois que c'est organique et tu t'aperçois que l'être humain ne peut pas vivre sans objet qui est une âme. J'espère que tu pourras me dire ce que tu en penses, j'espère que tu pourras me dire si tu es menuisier, toi aussi, quelle est ta manière de voir les choses, et puis peut-être nous décrire de belles expériences, de belles opérations qui ont été menées pour corriger ce tir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Sentier du Bonheur.